Oh, merde. Oh, c'est pas possible, mais là... Je d'enregistrer. Tu vois, je vais devoir couper déjà. Au programme. Ou presque. C'est bon ? C'est bon. Tu vas pas On nous peut y faire aller, chier, on peut y aller, allez-y. Allez. Et bonjour auditrices et auditeurs libres de tous les pays. Bienvenue dans Au programme presque, l'émission qui ne revient que tous les 2 ans. Et donc c'est le moment de revenir. Nous sommes en août, il fait chaud. Et c'est pour ça que nous sommes si bien. C'est bientôt la fin des vacances. On a hâte que tout ça reprenne. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas si nombreux que ça, moins nombreux que d'habitude, mais ce n'est pas grave, parce qu'on a les meilleurs sans doute. Alors, C'est ça, un le petit clin d'œil à ceux qui ne sont pas là et qui sont bien sûr meilleurs quand ils sont là. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé de choisir comme thème principal carte blanche, qui veut dire à peu près tout et n'importe quoi. Tout était possible, et aujourd'hui, tout est possible. Alors aujourd'hui, autour de cette table de brillants chroniqueurs, à commencer... Et chroniqueuse. Bien sûr, c'est Et ce que j'allais dire, mais ça aurait été bien de me laisser terminer, parce que j'y étais là, chroniqueuse. Elle est vive, ça. C'est vrai que j'aurais pu commencer par chroniqueuse. Alors, C'est ça. on va commencer par Sarah qui va nous raconter un tout petit peu, elle va nous teaser, elle va nous dire ce dont elle va nous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'un objet de votre quotidien. Voilà. D'accord. Ah, ça c'est Voilà, du c'est teaser, tout. ça. Ça va, on a vivement hâte. Génial. Génial. On a hâte. Pascalou ? Oui. Alors, de quoi je vais vous parler ? Un peu de tout et de rien, comme d'habitude, je dirais. Comme moi. C'est pas nouveau. Alors, un peu de carte blanche, un peu de blanc, un peu de Michel Pastoureau, un peu de Sylvain Tessor et un peu de Silure aussi, pourquoi pas. Voilà. Ah oui, des Silures, puisque c'est un peu brouillon, tout ça. Mais... grand influenceur des Silures. Tout à fait. À côté de nous également Marjorie. Alors Marjorie, tu as vécu un été mouvementé. Est-ce que tu veux intervenir sur ce podcast ? Oui, moi je vais intervenir, mais le souci c'est que quand tu m'as dit carte blanche, un ariège carte blanche, c'est un groupe qui anime les soirées festives dans les villages. Donc moi du coup j'ai suivi carte blanche tout cet été, mais j'ai rien à dire du coup, parce que je les ai suivis et voilà, c'est tout. D'accord, ok. Mais c'est vrai que j'ai eu un été mouvementé, donc je veux pas vous spoiler. Oh, j'ai failli casser la table, surtout pas. C'est parce que j'ai un gros ischio. Donc je veux pas vous spoiler parce que je sais pas de quoi je vais vous parler, mais je vais vous parler de beaucoup de choses, je pense. D'accord. De beaucoup de choses et de rien. Mais voilà. Mais en même temps, on va apprendre beaucoup de choses. oui, c'est sûr. Beaucoup d'enseignements. Quant à moi, je vous parlerai d'un auteur et surtout d'un coup de foudre. Un coup de foudre que j'ai ressenti il y a très très longtemps. Tu as ressenti un coup de foudre ? C'est un coup de foudre pour un livre. Voilà. T'as des papillons dans le ventre ? Ouais, partout en fait. Oui, dans le ventre, voilà, ça nous fait. Donc pour un livre d'un auteur qui est très 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 peu connu et pourtant qui mérite à être connu. Il est décédé maintenant depuis 7 ans, mais je pense que vous allez découvrir. En plus, je vais commencer à vous lire une petite histoire de cet auteur qui je pense, est vraiment incroyable et qui pourrait être, qui est à utiliser en classe pour ceux qui nous écoutent et qui sont enseignants, par exemple. Voilà. Donc, brillant programme, incontestablement. D'où au programme presque. Et donc, on va commencer par notre chère Sarah. Notre chroniqueuse. Chroniqueuse, exactement. La chroniqueuse. Alors, c'est parti ? C'est parti. C'est parti. Je suis donc un objet du quotidien. Je suis plutôt un compagnon de votre temps libre. Mais ce soir, autour de cette table, c'est aussi un compagnon de travail. Oui, tu as déjà répondu, Pascal. Je finis. Je suis à destination de tous les âges. Au XXe siècle, 2 dates importantes ont marqué mon histoire. 1953. Création du livre de poche, donc c'est le livre, bravo Pascal. Moi je croyais que c'était la mort de Staline. Et je vais terminer 80, la loi Langue qui instaure le prix du livre unique. Bravo Pascal, en fait, bravo Pascal. Tellement tôt. Bravo. Tu es trop fort Pascal. Merci. Il en transpire là, il a fait un effort. T'avais pas lu sa chronique ? Non, pas du tout. Non. Sinon, Moi je déteste perdre. Donc, moi aussi. Il y en a plein. Je vais vous parler du livre et de son industrie grâce à un ouvrage que j'ai lu cet été, celui-ci, donc Débordé Bolloré, qui est en fait un ouvrage coécrit par une vingtaine d'auteurs et d'autrices qui appartiennent au monde du livre, coédité également, donc on a beaucoup de coéditeurs et de coéditrices, et dont l'objectif est assez vite affiché, c'est le sous-titre du livre, faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre.
situation qui est en fait liée à la très grande concentration des moyens de production du livre. Si on s'intéresse un petit peu à cette concentration, on peut regarder une infographie qui a été faite par Le Monde Diplomatique en avril 2025, coéditée par les éditions Agone et Le Vent se lève. Vous pouvez aller vérifier, regarder cette infographie sur le site du Vent se lève. On mettra l'infographie sur notre page Facebook. Son titre, Édition française, qui possède quoi ? Et lorsqu'on la regarde, finalement, c'est assez flagrant. On a 5 grandes maisons d'édition qui gèrent à peu près 90% de la production actuelle du livre, avec en premier lieu Hachette Livre et le fameux Vincent Bolloré. Mais bon, on peut aussi parler d'Albin Michel, de Madrigal pour Gallimard, Média Participation et Editis. Pourquoi parler du livre ? Un petit peu comme je m'interroge sur ma manière de manger, de me déplacer ou de me vêtir, je me dis comment j'achète mes livres en fait. Ça peut être intéressant de s'arrêter là-dessus. L'un des premiers articles en fait de cet ouvrage parle de l'évolution de l'économie du livre depuis une trentaine d'années. Et ce qui marque en fait, c'est l'intensification et l'accélération de la production. Auparavant, pour faire simple, on était plutôt sur un modèle 7-2-1. Donc pour 10 livres produits, on avait 7 livres qui étaient déficitaires, 2 qui arrivaient à l'équilibre et 1 qui pouvait générer des bénéfices qui permettaient finalement de compenser les autres. Et aujourd'hui, on est plutôt sur du 15-4-1. Donc pour 20 livres produits, il y en a 15 qui vont être déficitaires, 4 qui seront à l'équilibre. Et vous m'aurez compris, seulement un seul qui pourra générer des bénéfices. D'où la recherche toujours plus grande du best-seller, du livre qui va faire beaucoup d'argent pour finalement rentrer dans les frais. Donc ce système a 2 conséquences importantes. D'un côté, on va avoir des personnes, des acteurs plutôt, ou des actrices, mais là c'est les grandes maisons d'édition, qui vont finalement, qui ont toutes chacune une filiale de distribution, et il va y avoir une massification. Beaucoup de livres vont être envoyés aux librairies, beaucoup vont revenir, donc en fait ça va générer des flux financiers, donc là de l'argent. Et à l'inverse, les acteurs et les actrices qui sont en bout de chaîne, donc les écrivains, les écrivaines et puis les libraires, eux, il y aura une précarisation, parce qu'en fait le livre il a beaucoup moins de temps pour trouver son public, il va très vite repartir dans les stocks ou pour être mis au pilon. Donc cette réflexion, elle peut aussi s'appliquer au manuel scolaire, nous qui sommes tous enseignants, tous et toutes. À titre d'exemple, en tant qu'enseignante de français, en juin dernier au collège, j'ai reçu 16 kilos de manuels neufs. 16 kilos seulement pour le programme de 6e, qui va être un tout petit peu modifié à la rentrée 2025. Et donc voilà, on voit qu'on peut être peut-être dans un système dysfonctionnant du fait de cette surproduction d'ouvrages. Dans ce domaine, on touche à 2 phénomènes, donc la collusion finalement intérêt privé de grands groupes et intérêt public sur chaque changement de programme va générer des intérêts donc financiers, et aussi comment on transmet finalement, parce que derrière chaque manuel il y a des choix éditoriaux et on pense certaines questions d'histoire qui peuvent être dites vives, et heureusement qu'on est certaines d'entre nous au cœur de la chose pour justement participer à l'élaboration des manuels. Donc avoir la main sur la production de livres dans un espace donné, ici la France, et dans un temps donné, c'est finalement avoir une certaine vision du monde, évidemment, au détriment d'autres visions du monde. Et à titre d'exemple, on a un autre milliardaire ultra conservateur, Pierre-Édouard Stérin, qui a créé en 2025 un dispositif. Ce dispositif, il est nommé Fonds de bien commun. Pour, je cite Monsieur Stérin, réinventer le modèle de la librairie multi-activité via une offre culturelle au service des familles dans les petites et moyennes villes françaises dépourvues d'offres. Donc là, on peut se poser la question de savoir ce que c'est que l'offre culturelle pour ce Monsieur Stérin. Rappelons que ce dispositif fait partie d'un très grand projet baptisé Périclès, qui est l'acronyme, alors tout est au masculin, d'individus qui sont patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens et souverainistes. Que faire face à ce constat plutôt pessimiste ? Il semble compliqué de s'interdire du jour au lendemain d'acheter des livres qui appartiennent à ces grands groupes, ça serait complètement illusoire, mais je me dis que le fait d'être consciente et conscient
des mécanismes dans cette économie-là, peut nous aider progressivement à consommer finalement différemment. Essayer de privilégier les librairies indépendantes peut permettre de sortir de ce paysage un peu homogénéisé, on va dire, par les grandes maisons d'édition. S'intéresser aux éditeurs indépendants, car il en existe encore, heureusement. Notamment en Ariège, il existe les éditions du bout de la ville. Elles sont situées au Mas d'Asile. Elle coédite d'ailleurs cet ouvrage, Débordé Bolloré, et elle peut donner la parole à des voix parfois en marge. Si on regarde le catalogue, là j'ai vu un livre écrit par un ancien détenu, Mange ta peine, ou un exilé russe homosexuel dans Hiver sans neige. Alors, pour ne pas laisser la voix VOIE et VOX aux seuls réactionnaires, je vous invite à lire ce livre, mais également à consulter le site du même nom, Débordé Bolloré. On a un onglet événements et vous pouvez voir un petit peu tout ce qui se passe en France par rapport à cette thématique. Nous, dans la région toulousaine, on peut prendre date le dimanche 21 septembre à 14h à la Cave Poésie. Il y aura un petit bazar littéraire autour de la question « Pourquoi encore éditer des livres ?» En effet, merci Sarah. Alors, est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Mais bien sûr. Le Monde diplomatique édite aussi concernant les médias qui possèdent quoi ? En fait, c'est la même chose. Exactement. Une infographie dans laquelle vous pouvez savoir qui possède, quels sont les médias qui sont possédés par Bolloré, par Kretinsky, par d'autres personnes. Et on peut le trouver aussi sur le site du Monde diplomatique en collaboration avec Acrimed, Action Critique Média. Voilà, c'était pour rajouter. Exactement, merci beaucoup. Je pense que le ton est donné. On va finir sur Redono et ça continue là. Voilà, on va nous inviter dans la dernière. Ça attend pas longtemps. C'est pas faux. Bien. On est un peu indépendants, nous. Complètement indépendants. On fait ce qu'on veut. On fait des émissions quand on veut et on dit ce qu'on veut. Et où on veut. Après la première chroniqueuse, on va passer à la deuxième chroniqueuse. Voilà. Alors vraiment, là, c'est la grande surprise. C'était alors grande carte blanche. Moi-même, je me fais une surprise parce qu'il y a 10 minutes, je ne savais pas quoi dire. Et là... Minute papillon, ouais. Donc là, ça va vraiment partir dans tous les sens. Mais comme quand même, je rebondis, je me suis dit où je vais me placer, moi, là-dedans, dans toutes ces chroniques, et ils sont très forts, etc. Je me suis dit, je vais rebondir sur celle de Sarah, puisque ça parle de livres. Et cet été a été un peu compliqué pour moi, parce que j'ai beaucoup lu. Alors, pas parce que j'ai beaucoup lu, mais j'ai été forcée et contrainte à beaucoup lire, parce que je n'ai pas pu faire grand-chose, parce qu'il m'est arrivé un petit malheur. Est-ce que vous savez ce que c'est, vous, le semi-membraneux ? Alors, je connais le semi-marathon. Je connais le seum. Et bien le semi-membraneux, c'est un ischio, d'accord ? C'est l'espèce de truc qui nous tient la jambe. Et comme je me le suis désinséré parce que je ne fais pas les choses à moitié, c'est beau, une désinsertion du semi-membraneux, ça c'est beau quand tu as une conversation. Non, moi c'est pas possible. Hein. Normalement c'est pas possible, mais comme il m'est arrivé tout ça. Et j'ai eu le temps de beaucoup lire. Et on parlait d'enseignant, mais moi ce qui a beaucoup saigné, c'est mon mollet en fait, et ma déchirure. Voilà. Donc, et parfois mes yeux et mon esprit, parce que donc je me suis dit, que vais-je faire ? Alors bien sûr déprimée tout d'abord, et après on m'a apporté beaucoup de livres, donc on m'a beaucoup acheté de bouquins. Et voilà, donc je vais vous faire un petit tour de tous ces petits bouquins que j'ai. Alors le premier, parce que 2 jours après ma petite désertion, ce qui s'est passé là, désertion, désinsertion, mon traumatisme, je me suis rendue au camp du Vernet d'Ariège. Voilà, donc les profs de lettres histoire que vous êtes, voilà, est-ce que tout le monde connaît le camp du Vernet d'Ariège ? Oui. Non, ce camp, voilà, donc qui a accueilli, quand on y passe, on voit un château d'eau, mais on se dit pas qu'à côté il y a un cimetière, et de l'autre côté il y a un wagon musée, et surtout après le musée se trouve dans le petit village du Vernet d'Ariège. Moi j'ai l'habitude d'y aller avec les élèves ou même comme ça, et j'ai amené ma meilleure amie visiter, et donc mon premier bouquin a été j'ai lu Jules, un petit recueil de nouvelles, et où Jules, un interné, raconte un peu sa vie, et c'est plein de petites nouvelles. Alors bon, c'est des paroles retranscrites enfin, il n'y a pas une grande... Enfin, c'est surtout en tant que témoignage historique et témoignage des conditions de vie dans lesquelles on vivait dans ce camp. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bon, là, c'était pendant la retirada. Et j'étais contente de voir que, bon, là, bien sûr, on y va pour ça, on en parle. Et 15 jours après, je suis allée voir le festival Terre d'Histoire, enfin, Foix Terre d'Histoire, pardon, au théâtre de l'Espinay à Foix.
Et j'ai eu plaisir à découvrir le nouveau spectacle. Puis, bon, le dernier, je l'avais vu 4 fois, donc j'aurais pu y jouer dedans. Et là, je me suis dit, bon, on va y aller, il y a un nouveau spectacle. Et comme la coprésidente est une connaissance, je me suis dit, allons-y. Et j'ai été quand même surprise parce que c'est la première fois que j'assiste à un spectacle en Ariège où on parle, en fait, de toute la place qu'ont eu les résistants espagnols dans la résistance française. Et donc, c'est quand même des Espagnols qui ont libéré le château de Foix. Voilà. Et la ville de Foix. La ville de Foix, enfin, voilà, le château parce que c'était le symbole, on va dire. Et donc j'étais contente et j'ai pris plaisir à voir quand même que à 15 jours près, j'étais vraiment dans le camp du Vernet à parler, à expliquer. Bon, je parlais pas de retirada à ma meilleure amie qui est prof d'espagnol aussi, je lui expliquais pas. Mais on en parlait à son compagnon et 15 jours après, j'arrive à Foix et il y a quand même un grand tableau sur ces républicains espagnols. Voilà, donc ça c'était ma première lecture, on va dire, qui a eu résonance quelques jours après. Alors après, j'ai fait une espèce de trilogie j'ai noté le nom parce que je l'ai recherché, de Toshikazu Kawaguchi. Alors c'est pas le Tamagotchi, hein. Voilà, ça c'était quelques années avant, mais j'ai lu une trilogie. Voilà, alors c'est le Tant que le café sera chaud, je crois, le café du temps retrouvé, le café où vivent les souvenirs. Donc c'est joli, on va dire, pour les gens nostalgiques. Je vous invite à le lire. Il y a une place précise. Si on se met à cette place, on peut retourner dans le futur, dans le passé pour on peut pas totalement modifier la réalité, mais si on a envie de dire des choses à des gens qui sont partis, mais voilà, c'est une espèce on demande un peu de pardon, etc. Donc je me suis dit, bon, c'est beau, j'étais dans cette perspective-là, je demandais pardon à mon ischio et à mon mollet à ce moment-là. Entre-temps, après, je suis partie jouer au Skyjo et Uno, parce que j'ai passé mon été à jouer au Skyjo et Uno. J'ai appris plein de règles de Skyjo. Les Uno, est-ce qu'on met des +2, des +4, combien on peut mettre à la suite, etc. Oui, faute de Skyrun, j'ai joué au Skyjo, n'est-ce pas ? Voilà. Skyrun étant une course. Hein. Exactement. Un trail. Ensuite, j'ai lu du Pénac, du Virginie Grimaldi, du Tesson, que j'ai pris plaisir à redécouvrir, notamment les faits. J'ai lu encore des trilogies qui s'appellent Les 7 Sœurs. Alors ma belle-sœur me l'a amené, c'était sympa à lire, voilà. Et là j'ai hâte de commencer dès ce soir le dernier Mathias Malzieu qui m'a été offert par ma meilleure amie pour mon anniversaire qui est bientôt. Voilà, placement de produits. Et donc entre toutes ces lectures, parfois je faisais des petites pauses et je me suis mis devant la télé. Bon alors je ne suis pas très télé quand même, mais j'ai pu voir Mercredi Addams. Voilà, qui est un peu inspiré de Tim Burton. Enfin, il y a quand même, l'univers de Tim Burton. Donc, j'ai pris plaisir à regarder ça et je me suis découvert une passion pour l'immobilier parce que j'ai regardé l'agence immobilière. Les frères, je sais plus comment ils s'appellent, Kramer. Je suis passionnée. Donc, je suis partie en Sicile et en Espagne et je me suis mis à vouloir estimer des biens. Voilà, mais vraiment, je regardais, j'ai fait un point dans toutes les vitrines des agences immobilières. Donc là, je me suis un peu inquiétée. C'est pas des petites, c'est des grosses sommes quand même. C'est très grosses sommes. Au-delà de 1, 2, 3, donc voilà, donc maintenant j'ai d'euros. Du coup maintenant j'ai l'impression que je vis dans je sais pas un truc une pauvre demeure des Sept-Nains là, je sais pas, tu vois, une vieille ferme. Voilà, donc je suis un petit peu j'ai été un peu dans le luxe. Et la volupté des comment tu dis, il s'appelle la famille Kretz. Ouais, Valentin, Martin, tout ça, ça fait toujours un bien. Voilà. Et entre-temps, bon, parce qu'il y a eu le sport, je me suis blessée, mais j'ai eu l'occasion d'accompagner. Est-ce que tu peux préciser pour quelle raison ? Qu'est-ce que tu as fait pour te blesser ? Le souci, c'est que je ne le sais pas, en fait. C'est encore inexpliqué. J'ai une forte extension. Oui, j'ai fait le 5 km d'ultra-riège. Et j'ai dû faire une forte extension parce que j'ai eu peur du vertige, donc je suis passée contre des rochers et j'ai cru que j'étais très souple, mais je ne suis pas très souple. Et il y a eu un clic, un petit courant électrique, et le petit courant électrique s'est transformé en une grosse déchirure avec cette désinsertion. 5 km quand même. Ouais, voilà. 5 km. Elle a fait plus de 60 km terminé. Avec une déchirure. Oui, voilà. Mais je me demande si je ne me suis pas déchiré le cerveau avec l'ischio, parce que personne n'est capable à côté des chroniques brillantes de la soirée, moi, vous voyez, je papillonne là, j'y fais le tour. C'est la chronique. Et donc, j'ai ensuite accompagné une copine, en fait, ma copine Nadia, notre copine, sur la Pic Ariège, et pendant les temps de non-ravito, j'ai eu plaisir d'écouter une conférence de Blandine Hirondelle, qui est quand même qui avait gagné la veille le kilomètre vertical d'ailleurs au niveau des féminines, et qui est une grande traileuse, ultra traileuse, etc. Et donc, médecin aussi. Oui, médecin, gynécologue, obstétricienne. Et justement, en fait, il y avait une conférence animée par 4 femmes, donc 2 sportives, Blandine Hirondelle qui était là en tant que médecin, quand même, et une 4e personne, parce que je vais en venir à la 4e personne, et qui parlait en fait du sport chez les femmes. Et la 4e personne, quand elle s'est présentée, elle a dit qu'elle faisait quoi ?
Alors, je me dis, parce qu'elle fait pas de sport, j'ai bien compris, je la connais, mais je sais qu'elle fait pas de sport. Elle fait une licence de trail. Mais moi, je me suis dit, mais voilà ce que je vais faire. Parce que là, je sens que mon année s'annonce scolaire compliquée un petit peu, donc je pense que je vais peut-être faire une licence d'ultra trail. Une pause. Une licence d'ultra trail. Ah, c'est pas mal, ça. Donc voilà, mais j'ai pris plaisir à écouter cette conférence sur les femmes et le sport. Alors, j'ai pris plaisir d'un côté parce que c'était waouh, femmes et le sport, etc. Mais d'un côté, j'ai l'impression qu'on n'était plus du tout dans de l'inclusion. Parce que c'était femmes et le sport, alors que je crois que les femmes, on est aussi capables de faire ce que font les hommes en sport. Donc, c'est le côté qui m'a un petit peu dérangée. J'ai pas compris pourquoi les femmes et le sport. Parce qu'on parlait d'accouchement, certes, ou les femmes et les règles dans le sport. Mais bon, voilà, j'étais un peu dubitative parce que je me demandais, en fait. D'ailleurs, je vais la même pour le dire. Je comprends pas trop, en fait, pourquoi l'inclusion, ça m'a un petit peu dérangée, ce côté-là. Mais après, moi, j'ai quand même vu que j'avais un peu le seum, du coup, peut-être que je suis critique sur pas mal de choses. C'est ça. Voilà, et que je m'énerve sur pas mal de choses. Et aussi, fait marquant de mon été, j'ai failli devenir dealeuse de drogue. C'est pas une blague, d'accord. En Sicile, voilà. J'espère que les Siciliennes ne nous écouteront pas, les Palermitaines n'écoutent pas, autrement je vais partir. Peut-être qu'ils vont me retrouver. Fais gaffe, parce que si je le mets sur Instagram, tu peux avoir du monde. Ouais, c'est ça le souci. Mais me voilà en Sicile avec ma fille, une amie et sa fille aussi. Et je vois, parce que je suis quand même très, très sociable et responsable, un jeune homme qui laisse un gros sachet transparent, une grosse poche, à une place de restaurant. Donc je me dis, oh, le pauvre, il a oublié sa poche. Je saute sur la poche, je la prends, je dis, et là, c'était stupéfaction. Là, il y avait du chiffre, de la coco. Enfin, moi, je m'y connais pas trop non plus, quand même. Hein, mais, c'était de la farine. Ah non, là, c'était pas pour faire des pizzas. Là, c'était pas pour faire des pizzas. Donc là, j'ai eu très peur. C'était 4 heures avant mon vol. Donc vite, j'ai rejeté tout ça. Mia m'a regardé dubitative. Sophie. Voilà. Je me dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, non, on va y aller. Et j'ai été vraiment rassurée quand l'avion a décollé, parce que je m'étais fait un film. Je me suis dit, mais s'il voit mes empreintes. Parce qu'après, quelqu'un est venu chercher il y avait les gendarmes, il y avait les policiers dehors. Voilà, tout ça. Donc moi, j'avais mis mes empreintes. Et comme j'ai pas de chance cet été, quand même, pas de chance, tout à la mesure, voilà. Et je me suis dit, peut-être que je vais finir en prison et qu'en plus d'avoir un ischio déchiré, le semi-marmarin, peut-être que je vais totalement finir déchiré en prison en Sicile. Voilà, j'ai plus rien à dire, je crois. Voilà. Merci. Je suis partie dans tous les sens. Hein. Oui, mais c'est le principe. C'est le principe de ta chronique. De ma chronique. Bon, alors moi je vais vous parler d'un coup de foudre. Je sais pas pourquoi je parle de coup de foudre, mais en tout cas d'une rencontre. Voilà, c'est une rencontre. Vous savez, on a comme ça des rencontres avec des livres qui nous marquent. Alors souvent c'est dans la lecture. Et là c'est visuellement, tout de suite. Alors pour être très précis, j'avais entre 10 et 20 ans. Voilà. Ça fait longtemps. C'est pas tout récent, jeune, tout ça. J'avais beaucoup de cheveux à l'époque. Noirs. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de cheveux blancs. Ça devait être un jour entre lundi et dimanche. Alors c'était dans une voiture, ça je m'en souviens très bien, c'était une voiture qui s'appelle une Hélène. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette Hélène. Ah oui. C'était une toute petite voiture. Citroën. Citroën. Ah oui, tout petit. Toute petite, un pot yaourt qui faisait un bruit de pot yaourt. Et c'était la voiture de ma mère et je vois dans sa voiture ce petit livre qui jonchait, quoi. Voilà. Il était par terre. Et je ne me souviens pas pourquoi elle avait pris ce livre, parce que je pense qu'il y a eu une confusion. Elle était très grande fan de Claude Signol. Oui, Signol, oui, tout à fait. Et je pense qu'elle s'était trompée. Et elle avait pris un Claude Seignol. Et là, en l'occurrence, c'est Claude Seignol. Et surtout, ce qui m'avait frappé, c'était le titre, Le Rond des Sorciers. Et la couverture, avec justement des petits paysans qui font une ronde et qui ont l'air dans une forêt. Donc je me suis dit, mais ça me plaît, ça. Cette couverture me plaît. La forêt, la forêt, c'est normal. Oui, merci c'est normal. de revenir à mes racines. Ça me dit quelque chose, on a déjà entendu plutôt. Oui, il y a 3 ans. C'est dans ça. La dernière émission. Et donc, me voilà en possession de ce livre et je tombe complètement dingue amoureux de cet auteur. Pourquoi donc? Alors, pourquoi? Parce que d'abord, Claude Seignol, peu de gens le connaissent, hein, franchement. Et Claude femme ou Claude homme? Claude homme. Il avait une immense moustache, d'ailleurs, pour ceux qui ça intéresse. Il avait une très grande moustache. Il a vécu très, très âgé. Il a été centenaire. Hein. Il est mort en 2018. Je crois qu'il avait 101 ans quand il est mort. Ah ouais. Et en fait, il est plus connu comme étant un folkloriste, une sorte d'ethnologue des folklores. Il a fait toute une compilation de livres sur les folklores, les contes populaires, les histoires populaires, les légendes dans chaque région de France. Et donc, il avait participé à un travail là-dessus. Mais au-delà de cela, on l'a trop cantonné à ce rôle de folkloriste. Il a toute une littérature qu'il a créée, qui a été saluée par des grands auteurs, hein, comme Blaise Cendrars, notamment, qui a souvent dit que c'était sans doute l'un des
3 ou 4 plus grands écrivains du XXe siècle. Et donc, en fait, à côté de ça, il y a toute une littérature qu'il a écrite. Alors, évidemment, il a puisé dans les légendes et les contes populaires. Mais au-delà de ça, on va voir... Enfin, je vais vous lire un extrait, et je pense que je dirai l'intégralité de l'histoire dans un autre podcast. On va voir que c'est plus que ça, en fait. C'est plus qu'un folkloriste, c'est un véritable écrivain. Parce que derrière le folklore, il projette sa propre identité, et il projette également ses propres fantasmes ou ses propres peurs, un peu à la manière de Lovecraft. Ce serait un peu le Lovecraft français, mais beaucoup moins trash, et beaucoup plus classique, parce que c'est vrai que son écriture est pour le coup assez... alors il y en a qui disaient hyper classique, mais voilà. Et surtout, c'est une histoire que moi j'aime bien travailler en classe, parce que voilà. Donc il y a des élèves qui m'écoutent, je pense qu'ils s'en souviendront. Parce qu'en fait, c'est plus que de la littérature. On peut travailler sur le phénomène de la rumeur, sur l'humour, sur les ennuis, sur les tons. Enfin, il y a plein de choses à travailler là-dessus. Alors je vais vous lire. J'ai pas de musique bretonne. Par contre, quel dommage. Je sais qu'il y a des Bretons qui nous écoutent, des Bretonnes. Sarah un pull marin quand même. Voilà, Sarah un pull marin pour ce. Voilà. Mais c'est pas grave. Donc l'histoire se passe on imagine en Bretagne parce que le nom fait penser à de la Bretagne, mais en fait ce village n'existe pas. Et ça s'intitule Celui qui avait toujours froid. Je ne vous dirai pas tout, c'est un peu long, mais je vais vous lire un peu pour que vous compreniez un peu qui est Claude Seigneur. Donc musique bretonne, donc je sais pas quoi. Ah, mais on m'appellera Manon. Oui, non, la vallée. Le vent souffle sur les plaines. plaines. On dirait Sternin. Bravo. On peut faire pire. Ouais, Manon, s'il vous plaît. Attendez. On va le faire non loin de Laurent. Oh là, je sais pas, moi je connais pas. C'est kiff. Quand même, Manon, c'était bien, quoi. Voici comment cela commence. Tu vois pas, Manu ? C'est pas gentil, ça. Il arriva à Landaduc par une chaude soirée d'août, comme aujourd'hui. Alors que les gens, en bras de chemise, prenaient leurs aises sur les chaises et les bancs tirés devant leur porte. Il venait de la direction de Carlézan, celle du cimetière. On le vit passer au beau milieu de la rue et chacun crut sincèrement le rêver tant il paraissait léger, semblable à un vêtement creux. Braise et veste rapinée par le vent sur une corde asséchée et emportée droite, tel un homme vide. Aucun de ses pas ne claquait. À vrai dire, de sa marche raide et saccadée, on n'entendait rien à lui croire des sabots de feutre. Pas un os ne lui craquait alors qu'il montrait une silhouette de vieillard en bout d'usure dont la carcasse, qui a pris du jeu, gratte ou coince. On se questionna de porte en porte pour savoir si quelqu'un le connaissait. Non, cette allure de mécanique muette ne ressemblait à aucune des façons d'aller des vieux de Landaduc ou d'ailleurs aux environs. Un curieux l'interpella. Il ne tourna la tête ni ne répondit comme s'il ne passait pas là. Un gamin méchant lui jeta une pierre. Il dut la recevoir, mais fit comme si de rien n'était, insensible. On le hua en cœur pour voir si, à tous, on pouvait l'impressionner. Il continua, indifférent, comme un qui a l'habitude d'être hué et pourchassé. Alors, devinant le pire, une bonne femme superstitieuse fit vite rentrer ses enfants en se signant à tout bout de champ et referma la porte à clé. Les hautes paroles de tous devinrent une houle de murmures inquiets. Ainsi fut-il accueilli et tout de suite ombré de mystère. Mais il savait où aller puisqu'il trouva l'auberge sans la demander. Ceux qui dedans buvaient cidre et fumaient ne lui prêtèrent d'abord aucune attention. Il s'assit dans un coin de la cheminée, face à l'âtre où étaient des bûches empilées, heureusement sans flamme car le moite de l'été étouffait la salle. Mais il se pencha vers elle, se tendant raide comme pour s'y chauffer et se déglacer le corps et les mains. Là, on le regarda avec ébahissement. Lui avait l'air de ne se soucier de personne au monde. On remarqua qu'il était revêtu de plusieurs vestes superposées qui ne le grossissaient pas pour autant. Celle du dessus, d'une mode ancienne et périmée, était au moins vieille d'un siècle, avec des trous recousus et pas mal de moisissures ça et là. De la terre aussi sur le dos, le train, et partout où le corps appuie pour se reposer. On comprit qu'il dormait sans lit. Quant à son corps, il n'était qu'à peine os et peau. Son visage frappait à un cauchemar, car ses lèvres minces, écartées et comme soudées aux gencives, laissaient voir toute sa dentition, ou du moins, ce qu'il en restait, une dent sur 3. Les tendons de sa mâchoire crispée lui faisaient des rides en relief. Ses doigts étaient semblables à 2 petits bouquets de bambou secs, avec leurs nœuds proéminents. Quant à son reste d'homme, il devait être terrible à voir nu. Il tendait les bras, à croire vraiment qu'il y avait là un feu vif, et se laissait grelotter de partout. La petite servante alla lui demander ce qu'il désirait boire ou manger. Aussitôt qu'elle eut vu de plus près
sa peau cireuse et ses yeux délavés, tels des billes laissées à la pourriture de toutes les pluies. Elle se mit à trembler à son tour, mais d'un subit coup d'émotion. Il ne chercha pas à la rassurer avec un mot aimable, ni par un geste vif. Il tourna seulement à rien la tête vers la proche étagère aux alcools et lui montra du menton une bouteille à l'écart, mi-gorgée de cerises qui suaient leur goût dans l'eau-de-vie. Encore toute palichotte de ce qu'elle venait de voir, la servante en remplit maladroite un verre et, en voulant y faire choir la petite cerise donnée avec, fit déborder la mesure. Elle revint poser le verre à côté du vieux, puis s'éloigna de lui si vite que, de loin, tous crurent qu'il menaçait de lui pincer le cotillon, ce qui les rassura un bref instant. On le vit alors plier un de ses bras rouillés, prendre le verre, le lever dans un mouvement d'automate et oups, le vider d'un trait sans ouvrir les lèvres, ni faire tressauter de plaisir sa pomme d'Adam qui resta immobile. Tout en buvant, il n'avait cessé de grelotter, et après, il grelotta de plus belle, à croire qu'on lui avait servi de la glace. Enfin, il mit une main dans sa poche, geste de payer que la servante refusa vigoureusement en faisant non de la tête. Il eut une sorte d'étonnement figé, mais ne remercia pas. Il se leva, traversa la salle sans faire un bruit et sortit sans plus bonjourer la compagnie qu'il n'avait fait en entrant. Alors la servante affirma tout haut avoir vu un mort revenu, et qu'à une âme en peine on ne demande jamais le moindre liard, car le prendre reviendrait à accepter de le rejoindre sous peu. Elle était jeune, et voulait goûter encore longtemps à la vie, aussi. Ce qui m'a le plus retourné, avoua-t-elle ensuite, en écrasant une larme d'après-peur, c'est les petits trous que les vers du cimetière ont fait partout dans le cuir de son visage desséché. Quelqu'un au nez fin renifla l'air et fit un tel poids que tous humèrent à leur tour cette puanteur de résine fétide qui est notre parfum d'après-vie. Bien sûr, on ne le revit pas de la journée du lendemain, il ne se serait jamais risqué au jour, et le soir, à la même heure, il revint au village, toujours par la route du cimetière. Mais il n'y avait plus personne dehors à s'aérer et à badauder la nuit. Il entra à l'auberge comme chez lui, s'assit au même endroit que la veille, et grelottant, fit mine de se chauffer aux bûches éteintes. Il ne cherchait pas à cacher son dos moisi par le fond du cercueil. Et à bien juger la forme de sa veste à ruban, les courageux vivants qui étaient là pensèrent que ce devait être un défunt, en peine depuis au moins la Grande Révolution, donc oublié des familles des plus anciennes. La servante s'était enfuie dès son arrivée et avertit, la patronne remplit en tremblant de tous ses doigts un plan de bol de cerises, qu'elle prit le risque d'aller déposer, encouragée par tous les clients anxieux, à côté du revenu. Une fois qu'il l'eut vidé, sans s'être grâce à cela réchauffé, il montra qu'il voulait payer. L'aubergiste refusa de loin son argent avec un geste de répugnance qui dut lui coûter, elle qui n'avait de goût que pour ce métal-là. Il sortit avec, pour la première fois sur le visage, une grimace victorieuse et narquoise envers la société. Personne n'en prit ombrage et chacun admit que, chez les morts, c'était la façon de se montrer heureux. L'auberge y perdit encore une fois 2 sous, mais Dieu y gagna 20 signes de croix des plus sincères. Le recteur, prévenu, mit le surplus et l'étole des grands jours et marmonna sans tarder des prières par botte de 12 jusqu'à plus souffle pour le salut des âmes en peine. On lui demanda de venir à l'auberge et de parler lui-même directement au vieux de l'au-delà. Il rétorqua que cela ne servirait à rien, car dans ces cas-là, Dieu n'avait de puissance qu'en son église et en son cimetière. Aussi usa-t-il d'un coup toute sa réserve de cierges à en empester de suif la nef pour longtemps, et arrosa-t-il la terre des morts d'une telle pluie d'eau bénite que les mauvaises herbes menacèrent de montrer le bout du nez. Et la terreur entra dans chaque famille, attisée par les incessantes histoires de revenants que les aïeuls, à la mémoire provoquée et racontaient dans les aggravantes de témoignages personnels. Quelqu'un parla de suceurs de sang, un autre de grignoteurs de chair humaine et un troisième de ramasseurs d'âmes fraîches. Dès la tombée du jour, les vivants s'enterraient comme des morts. Voilà pour cet extrait. J'ai l'impression qu'on était entre... Merci Manu pour la lecture. Merci Manu. Voilà, c'est Manu, lecteur. J'ai l'impression qu'on était entre Meurtre à Quimper, que j'ai vu cet été sur France 3 Télévisions. Je vous rappelle que j'étais un peu bloquée. Entre Meurtre à Quimper et l'Orla de Maupassant. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on était entre... quelque chose de Maupassant. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on était un... Tu nous as fait voyager. Tout à fait. Mais j'ai pas trop envie d'y aller quand même. Non. Voilà. Bon voilà, en tout cas si ça vous intéresse, si vous voulez lire l'histoire, c'est celui qui avait toujours froid dans le rond des sorciers. C'est un recueil du coup. C'est un recueil, voilà. Après il y a pas que, et pour dire que ce n'est pas qu'un folkloriste, il a fait toute une série de nouvelles sur la ville de Paris. Ah d'accord. Et des nouvelles fantastiques, c'est vraiment du pur fantastique. Et c'est extraordinaire. Où il mêle un peu toutes ces Et Gogol. Non, en fait, c'est Gogol. Oui, Gogol, ça fait un peu penser. Mais d'un coup, voilà, je me dis, oh non, Gogol, en fait. Gogol, Nicolas, Mais chez Claude Sylvain, il y a toujours cette pointe d'humour, cette ironie qu'il n'y a pas chez... qu'on trouve chez Gogol, mais peut-être moins prononcée.
Voilà, ça c'est mon point de vue. Bon voilà. Merci Manu. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Manu, Eh ben, moi en tout cas, je fais un bisou à ta maman parce que tu l'as citée au début. Oui, et c'est la maman vrai. de Manu, elle est super sympa. Donc je fais un bisou à Un Marie. petit clin d'œil à Marie. Voilà, petit clin d'œil. Bon, on va finir avec toi, mon Pascalou. Mon grand oui, Pascal, oui. qui s'est remis au trail lui aussi. Oh il là court, là, et il est dans- attendez, j'ai fait quelques il kilomètres. est dans une Je- forme olympique. Olympique. Mais pas olympique encore, je suis bionique. Je suis pas olympique, je suis bionique. Oui, Non, il a- ça va. il a une nouvelle hanche. J'ai une nouvelle qui hanche. est, Ah ouais. Elle Ouais. elle est en wifi. Céramique, tout ça, Alors, oui. connecté. T'appuies sur un bouton, c'est bon. Voilà, et je cours. C'est ça, c'est la classe. Bon, alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici un nouveau brouillon de culture. Un bon vieux bouillon de Ça tout et nous de a- rien. depuis vous 2 avez ans envie, qu'on l'attendait. c'est ça. Alors, j'espère que ce sera banger, comme nous disent les jeunes, ou bien Ouais. pépite, Pépite. comme ça dit aujourd'hui. Ouais, pépite. parlent comme ça les jeunes, hein, vous le savez. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Et je me doute que les auditeurs ont envoyé de nombreux messages par mail, SMS, nuages de fumée blanche, pigeons voyageurs, Oui, voyageurs, pardon, Des manifs de ma au chaîne. rédacteur en chef, afin que nous puissions reprendre notre podcast. Donc je vais essayer de laver plus blanc que blanc aujourd'hui, cette chronique. Alors comme à Fort Boyard, je vais aller passer l'épreuve chez Blanche et pas chez Rouge, hein, parce que l'agilité c'est mieux peut-être que la force. Enfin bon, je m'égare un peu. Moi, je t'ai Bref. suivi. Hein. Bref, J'ai vu bref. Fort Boyard aussi. Ouais, moi aussi. Je fais que ça. On nous a donné carte blanche. Et j'espère ne pas prendre un carton rouge. Oh là, ouais. Et pour cela, je vais jouer carte sur table. Oh, c'est un festival. Oh là là. Sur le tapis Et- vert. Attendez, je suis pas encore. Hein. Celui-là, je l'ai pas fait. Ça. Non, j'ai pas fait. Ah, bah, c'est de la chance. J'espère que Manu ne va pas nous faire un chèque en blanc. Et que nous marquerons d'une pierre blanche la date d'aujourd'hui. Pour finir avec un verre de blanc qui n'est pas blanc, d'ailleurs. Il est rosé. Voilà. Et non, enfin, Ah. le blanc, quand on le regarde, n'est pas forcément blanc. C'est vrai. Oui. C'est Il vrai. est plutôt jaune. Mais on dit que c'est du blanc. Bon, bref. Je m'égare. Commençons par la carte blanche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte blanche? Alors, tout à l'heure, tu l'as dit, Manu, c'est on a droit à faire ce qu'on veut. Alors, si j'ai regardé un peu vite fait sur Internet, vous savez, hein, je cherche un peu tout ça, là. Alors, carte blanche, expression militaire. Ah. A priori, née au XVIIe siècle. Non, 18e, pardon. Papier blanc qui servait à la fin d'une bataille, lorsque l'armée était victorieuse, pouvait noter les conditions. Voilà. Alors, c'est un petit papier blanc sur lequel on note les conditions de c'est La reddition. la reddition pour ceux qui ont perdu. Voilà. Bon, voilà pour l'origine de l'expression. Ensuite, bon, qu'est-ce que j'avais en stock? Ah oui. Ah oui, cet été, ouais, j'ai lu Sylvain Tesson. Alors, je vous ai déjà parlé dans les Comment, forêts. Pierre? Ah, voilà, tu vois, Sylvain Tesson. Alors, c'est pas le même. J'ai lu, alors, sur les chemins noirs. Pour une carte Ah oui. blanche, c'est pas mal. Il y a le Je film. trouvais que c'était bien. Et le film, j'ai pas vu. Et alors, j'ai lu, j'ai relu, j'ai trouvé ça dans une cabane à livres, là. Enfin bon, je l'ai lu très bien. Et je vous invite aussi à lire Blanc, un livre qui est sorti en poche en 2024. Donc en fait, dans ce livre-là, Sylvain Tesson traverse les Alpes en plusieurs parties entre 2018 et 2021 avec un de ses compagnons qui s'appelle Dulac, si je ne me trompe pas. Et donc c'est vraiment, il y a la tempête, le ski, la neige, l'effort, donc blanc. Pour la carte blanche, je trouve que ça faisait pas mal bien. aussi. Bon, après, revenons à nos moutons, à nos blancs moutons, bleu bergère. Vous vous rappelez de ça? Bon, voilà, c'était pour faire un truc comme. Bon, alors maintenant, on va aller chez Michel Pastoureau. Évidemment. Vous connaissez Michel Pastoureau? Un peu, pas Un peu. trop. Vas-y, Bon. il faut que tu le présentes. Moi, il y a longtemps que j'ai pas mangé Michel avec lui quand même. Pastoureau, Ouais, c'est vrai. qui est-il? Un historien, tiens, comme par hasard. Alors, né en 1947, à Paris, d'un père qui était professeur de lettres, si je ne me trompe pas, et proche des surréalistes, en particulier d'André Breton. C'est aussi le petit cousin de Claude Lévi-Strauss. Ah donc, Michel ça va. Pastoureau, parce que là, je suis en train de lire actuellement, alors j'ai amené quelques livres, hein, Oui. Alors, vous le voyez alors, pas. vous le voyez pas, mais donc. donc je suis en train de lire un des derniers qu'il a publié, il va en sortir d'autres apparemment. L'imaginaire est une réalité, dans laquelle il explique en fait ça, comment dire, ça fait sa biographie. Hein. Il raconte un peu lorsqu'il était petit. Il se la fréquentait raconte, quoi, alors. Ouais. J'aimerais bien qu'il nous écoute, Michel. Michel, si tu nous écoutes. Donc Michel Pastoureau a beaucoup vécu dans différents appartements, il a vu beaucoup d'œuvres d'art et donc il est très très influencé en fait par l'art. Et dans ses cours au Collège de France quand même, il va soutenir une thèse avec Duby, si je ne me trompe pas. Il va enseigner beaucoup autour de la couleur. Alors il cite une phrase d'un Allemand. Alors cet Allemand, alors il y a tout, je vous expliquerai un peu tout à l'heure tout ce qu'il a fait.
Il explique une histoire, une phrase. Enfin, je vais vous lire une phrase en fait qui est dans l'introduction de son livre qui s'appelle Noir, histoire d'une couleur. Voilà ce qu'il dit. Donc l'auteur, il rappelle l'auteur qui s'appelle Ludwig Wittgenstein. Excusez-moi pour les. Oui. Ouais, voilà. On n'est pas trop. À la question, trop alors écouté en allemand. je ne vous le dis. Quoique, attention, ça pourrait venir. Je ne vous le dis pas en allemand, mais je vous le. Donc, de traduction en français. À la question, que signifient les mots rouge, bleu, noir, blanc, nous pouvons bien entendu montrer immédiatement des choses qui sont de telle couleur. Mais notre capacité à expliquer la signification de ces mots ne va pas plus loin. Voilà, ça c'est l'introduction de Noir, histoire d'une couleur, et dans lequel Michel Pastoureau va revenir. Hein, donc, moi je vous ai trouvé, une musique carte blanche, on va voir un petit peu sur le blanc. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Alors, j'ai acheté ce livre-là hier. Hein. C'est récent. Hein. Tu sais qu'on n'a pas de budget, hein, Pascal. Ah, mais c'est mon budget. J'ai le chèque en blanc, vous avez bien compris. Oh, oui, bien sûr. Bon, alors j'ai oublié de vous dire que Michel Pastoureau était spécialiste de la symbolique, de l'histoire culturelle des couleurs. Donc il a écrit un bon nombre d'ouvrages, alors, rouge, vert, bleu, rose dernièrement, blanc, je crois que c'est jaune aussi que j'ai là. Donc il est vraiment un spécialiste de l'histoire culturelle des couleurs. Et ça c'est très très intéressant pour comprendre un peu pourquoi on utilise telle couleur à tel moment. Donc je vais en venir au blanc. Hein. Alors, le blanc c'est quand même la couleur qu'on utilise souvent dans les hôpitaux. Si vous regardez dans un hôpital, la couleur, les EHPAD, les personnes sont habillées en blanc. Le blanc plutôt signe de l'hygiène, de tout ce qui est la santé. Les frigos. Bon, les frigos, ils sont en blanc, la plupart du temps. Les cuisines de l'époque étaient blanches. Les salles de bain étaient blanches. Alors, tout ça, c'est expliqué dans le livre, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais j'ai quelques petites anecdotes. Alors, voilà, pardon, il faut pas que je le perde. Pourquoi ? Alors là, question. Quiz, là, putain, on n'a pas les buzzers. Dans les sports comme le golf, le tennis, l'aviron, des sports aux origines aristocratiques, on porte encore aujourd'hui la couleur blanche. Alors, si vous avez attendez, il faut que je trouve la page pour vous lire le Comme constat. je l'ai jamais su, je pense que je ne saurais pas. C'est pas du tout lié à la couleur du roi Alors, le pas blanc. du tout. Alors, ça pourrait être... Alors, en France, ça pourrait être la couleur du roi, parce que je rappelle que le drapeau bleu-blanc-rouge, le blanc est la couleur du roi, et le bleu et le rouge, la couleur de la ville de Paris. Tout à fait. Voilà, donc ça pourrait être ça. Mais c'est pas le cas, parce que tout ça, ce sont des sports qui naissent en Angleterre. Alors, je vais vous lire, concernant ceci, un petit extrait de Michel Pastoureau. Alors, plusieurs explications ont été avancées pour retrouver les origines de la tenue blanche en tennis, au golf, au cricket, en aviron et dans d'autres sports de plein air. La moins fantaisiste l'a fait dériver des usages de l'aristocratie anglaise de la seconde moitié du XIXe siècle. Celle-ci aurait choisi le blanc pour les sports d'été parce que les taches de transpiration dues à l'effort physique s'y voyaient moins que sur les autres couleurs. Le blanc permettait de rester digne et élégant en toutes circonstances. Cela valait pour le sport, mais aussi pour d'autres activités de plein air, notamment celles auxquelles s'adonnaient les dames. Alors là, écoutez bien, les dames. Chroniqueuse. Et auditrices, dans la bonne société, une femme ne devait jamais être vue en train de transpirer. Damned. Pire qu'obscène. Cela aurait été prolétaire. Les coquines chaudasses. Moi, je vous lis, Michel Pastoureau. Alors, vous savez aussi peut-être pas, quelle couleur sont les balles de tennis ? Jaune fluorescente. Eh bien, avant, elles étaient de quelle couleur ? Elles étaient blanches. Oui, à Wimbledon, elles étaient blanches. Alors, on reviendra sur Wimbledon tout à l'heure, mais pourquoi elles ont été changées de couleur jusque dans les années 70 ? Elles sont blanches. Elles transpirent pas, les balles. C'est des femmes. Mais, qu'est-ce qui arrive en 1970 dans tous ces tournois de tennis ? Ils sont médiatisés. Et donc, à la télévision, il vaut mieux. Très bien. Exactement. Oui. Alors, bien entendu, les joueurs comme Borg, etc., eux, ils étaient pour qu'on garde des balles blanches. Et en plus, les arbitres demandaient à ce que ces balles blanches aient une autre couleur, parce que lorsque la balle va sur la ligne, on voit pas très bien si elle est hors jeu, en fait, si elle est faute ou pas. Ouais, parce que c'est donc, les arbitres, voilà. Donc, il y avait ceci.
Quelques anecdotes à propos de Wimbledon. Aujourd'hui, c'est le seul tournoi, je crois, de tennis dans lequel la couleur blanche est tout à fait obligatoire, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est pas le cas à Roland-Garros, etc., parce qu'il y a beaucoup de publicité dessus, etc. Mais 2 anecdotes concernant la couleur blanche à Wimbledon. En 2013, ils ont banni le blanc cassé, le blanc crème et l'écru. En 2017, Venus Williams, 5 fois victorieuse du tournoi, a été obligée de changer son soutien-gorge parce que le sien était rose, je vous lis, et qu'une de ses bretelles apparaissait parfois dans l'échange. Vous imaginez à quel point la couleur blanche est sur ce tournoi de Wimbledon quelque chose de très important. Roger Federer. Vous connaissez Roger Federer, Alors, pour l'instant comme on veut, mais Roger Federer, si vous voulez. Fédéré. En 2013, on lui demande de quitter ses chaussures parce que elles étaient blanches, certes, mais dotées d'une semelle orangée. Vous vous rendez compte quand même à quel point la couleur blanche... Peut-être un petit peu excessif quand même. Un peu excessif. Légèrement. Alors, bon, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver toutes ces anecdotes et concernant toute l'histoire de la couleur blanche depuis les débuts, beaucoup dans le christianisme. Bon, il y a toutes ces couleurs de peau, noir, blanc, tout ça qui sont très très bien expliquées et ça c'est vraiment très très intéressant. Bon, j'aurai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, bien entendu. Donc, qu'est-ce que j'avais... Alors. Ah oui, voilà, on peut parler des poissons blancs. Ah oui, les poissons mais blancs. non, poisson rouge. Oui, alors il y a le poisson rouge, mais c'est un poisson blanc. Alors, qu'est-ce que c'est les poissons blancs ? Les poissons blancs, ce sont la variété des cyprinidés. Donc, les cyprinidés, ce sont les poissons qui sont plutôt omnivores. Ce ne sont pas des poissons carnassiers, ce ne sont pas des truites. Pourquoi vous voulez qu'ils aient des pattes ? T'as fait ça ? Ah ouais, non, pardon. On le voit pas à la radio. radio. On le voit pas, on s'en mais- fout parce qu'on le voit pas. Donc le poisson blanc, c'est les cyprinidés. Et alors ils sont pas tout à fait blancs puisque la tanche est plutôt verte, les autres sont plutôt dorés ou argentés pour le carassin. Et le carassin, c'est le cousin du fameux poisson rouge, Carasus auratus, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai encore un petit truc derrière les fagots. que des Ça va, rudissements, pour l'instant que ça des va. Ah ouais. Ça va. On est passé de Voilà. Serena Williams Voilà. au petit Au poisson poisson rouge. Alors du coup, Qui est blanc. alors, attendez, Blanc. poisson rouge qui marche doré, poisson carassin doré, ça s'appelle. Moi, poisson j'aime. rouge. Bon, alors du coup, j'en étais où ? Ah oui. Oui, alors, j'ai pas fini. Non. Alors les Parce poissons qu'il blancs. reste des- il reste des Et oui, il reste des feuilles, il y avait Tu as pas parlé de beaucoup. Venise à un moment donné. Non, j'ai pas fini. Non. Des silures. Mais ça, c'est pas fini. Attendez. Parce que là, de me mélanger tout. Alors, il n'y a pas de Venise aujourd'hui. Des rigoles. Donc ça, c'était pour le chemin. Alors non. Du coup, alors j'en étais où ? J'en étais à les poissons blancs. Aux poissons. Alors, vous savez peut-être pas qu'il y a des silures qui sont albinos. Vous savez ce que c'est qu'un silure ? Oui, bah oui, parce que ta vidéo qui fait 5 ça millions. fait- oui, Avec j'en les parlais, millions de j'allais en vues sur parler, j'allais en parler. Jean-Pierre Fishing. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un silure ? Vous savez ce que c'est un silure ? C'est un Un poisson. gros poisson. Un gros Un poisson. très 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 gros poisson qui peut... Alors, le record du monde... Alors, c'est un poisson gros, grand, et surtout, qui a priori mangerait tout. Bon, a priori, parce que les pêcheurs sont pas d'accord, il y a même des études qui ont été faites, il faut en faire disparaître certains parce qu'ils mangeraient des poissons migrateurs. Donc aujourd'hui, dans le monde de la pêche, et même à l'échelle des informations, c'est c'est un peu la tête de turc en fait du poisson en fait. Il faut l'éliminer, donc il faut imaginer aussi que ça génère beaucoup d'argent pour la pêche sportive, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des guides de pêche qui guident dans le Tarn, dans la Garonne ou dans d'autres endroits pour faire prendre des poissons qui font plus de 2 mètres à des personnes. Et d'autre côté, on veut les faire disparaître parce que c'est un poisson qui... Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Alors, pour les silures, très grand, très gros, et très moche. Hein, on appelle ça un poisson-chat, catfish in English. Donc une grosse tête avec une grosse bouche qui n'a pas de dents, de toutes petites dents en fait. On peut pas, c'est pas des crocs en fait ou des dents comme peut avoir le brochet par exemple. Mais il mange de tout. Mais il mange de tout. Alors je vais justement, je vais y venir, pardon. Alors du coup, le silure, record du monde. Vous avez une idée du record du monde du silure ? 3 mètres. Oh, un 4 peu moins, mètres. un peu moins, un peu moins. 2,30. 2 mètres 50. Plus, 2 mètres 70. plus, 2,80. plus. Ah, de 80, on n'est pas loin. 2,82. 2 mètres 83. 3. En 2023, sur la rivière Pau, je crois que c'est un fleuve d'ailleurs, Oui. qui passe en Italie. En Italie. Donc 2 mètres 83 dans le Pau. En France, il y a très récemment, là, au mois de juin, fin mai, début juin, les frères Toc, qui sont aussi des influenceurs, comme moi. Enfin, bon, ils sont plus Est-ce célèbres qu'ils que sont moi. sur, Bien sûr, ils sont les frères TikTok, Toc. Jean-Pierre ils Fishing. sont partout.
Jean-Pierre Et en fait, ils ont attrapé un silure hauler, il faut le préciser, de 2,75 m, donc ce qui fait qu'ils sont les quatrièmes les quatrièmes personnes qui ont attrapé le plus gros silure en France. Donc toujours dans la rivière Tarn. Et c'est là que j'en viens. Donc la rivière Tarn, vous connaissez la rivière, Oui, elle sûr. passe dans une ville, dans la capitale qui s'appelle... Millau. Non, c'est pas la capitale du Tarn, Millau. Ah, C'est mais quoi la capitale du Tarn? C'est Albi. Albi. Voilà, merci. Mais le Tarn passe à Millau. Mais Exactement. tout passe en Aveyron, de toute façon. Oui. Depuis tout à l'heure, je vois dans les bibliothèques Albi. Aveyron, là, de toute façon. Passe le Tarn. Albi est réputée pour être une ville dans laquelle il y a beaucoup de silures, mais quelque chose de plus surprenant, c'est qu'à Albi, les silures mangent des pigeons. Et il se trouve que le mois de juin dernier, je vais à Albi. Tu n'es pas un pigeon. Je ne suis pas un pigeon. Peut-être. Tu risques Je pas de te vais faire manger. Je vais pas me faire manger. Je veux pas te faire Mais manger. je vais à Albi et puis je vais sur le fond, vers le pont vieux, en fait, qui traverse Albi, un vieux pont. Bon. Et je filme. Je savais qu'en fait, les pigeons se faisaient manger par les silures. Et là, je prends mon téléphone et puis je filme un silure qui, en fait, attend que le pigeon, sur un moment d'inattention, ne regarde plus et pour que le silure vienne l'attraper. Je publie cette vidéo et il ne se passe rien. Sur Instagram. En même temps, il ne se passe rien. sur Il ne ta se vidéo. passe rien. Hein. Je veux dire, juste il y a écrit. Je vous lis ce qui est écrit sur. Vous direz le voir, hein, Jean-Pierre Fishing, compte Instagram. Venez nombreux. Ils vendent des t-shirts. Je vais bientôt être influenceur. Là, actuellement, au nombre de. Je suis à 2000, presque 2000 personnes qui me suivent. Je suis à 1900 et des poussières. Bon, bref. Tu passes le cap Mon de compte, ce soir, j'espère passer les 2000 hein, avec tout le monde qui va écouter. J'espère que ce sera bientôt mis en ligne, Manu. Oui, bien Donc, sûr. cette vidéo Voilà. qui faisait 14 000 vues la première fois, donc ça fait maintenant 2 mois qu'elle est en ligne, 2 mois Attends, hier. tu n'as pas donné le titre. Tu avais quand même. Ah oui, une alors, légende. la légende, c'est le silure guette le pigeon. Voilà. Oui, toi, tu es. Ah oui, c'est. Et le hashtag, c'est net. voilà, c'est Albi, On n'est silure, pas avec voilà. Montignon, là. Non, non. Et aujourd'hui, Factuel. cette vidéo atteint 5,1 millions de personnes de vues, Putain. plus je sais pas combien de personnes qui l'ont tagué, republié, enfin bon, c'est assez surprenant. Ce qui est encore plus surprenant, Oui, c'est que remettons merci, cette médaille. merci. La médaille. C'est dommage, on devrait mettre une caméra. pour filmer. Et Bientôt, ce qui est bientôt. très surprenant, c'est que comme on disait Manu, c'est devenu viral. Alors 5 millions, c'est pas beaucoup, Si, parce qu'il y en a c'est- d'autres qui font quand même beaucoup mieux. Mais pour une vidéo où il se passe rien, c'est quand même beaucoup. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est en train de se diffuser à travers le monde. Puisqu'en fait, si on regarde les noms des gens qui commentent, en tout cas, ou d'où viennent les gens, c'est Bangalore, Tashkent, Istanbul, je sais oui. pas. Alors du coup, c'est assez extraordinaire. Des silurophiles partout. Non, mais c'est un langage universel. Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, vous savez tout maintenant. En Mais tout tu cas, nous avais sur parlé le du blanc. silure albinos. Alors oui, en fait, le silure albinos, c'est un des seuls poissons qui devient albinos. C'est pas le cas sur d'autres poissons, et donc c'était pour faire la transition entre le blanc et le silure. Mais effectivement, le silure albinos, il a même apparemment un comportement différent des autres. Il y en a même qui s'appellent les silures mandarines, ils ont de couleur orange. Alors ça arrive pas chez les poissons blancs, parce que c'est les poissons écailles, et le silure n'a pas d'écailles en fait, c'est comme une peau. Alors pourquoi il devient albinos? Ça, c'est en fait des gens qui essayent de voir un peu, de s'intéresser à ça, parce qu'il y a pas mal de grands pêcheurs de silure comme Jean-Claude Tanzili en fait qui pêche sur le Rhône. Enfin, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont spécialisés sur le silure, et ça amène quand même une manne financière qui est assez intéressante pour les guides de pêche, parce qu'aujourd'hui prendre un silure de 2 mètres c'est comme faisable quand même, c'est de plus en plus commun. C'est le Graal. Quoi. C'est le Graal pour certaines, ce qui m'est pas encore arrivé. Donc voilà. Bientôt. Bon, ben voilà, alors merci pour la médaille. Du coup, alors j'en étais où? Bon, j'ai parlé de ça. Ah oui, je suis pas encore à des milliards. J'espère que Kim Kardashian se tient tranquille, Elle a peur. parce qu'elle Elle a peur. Je pense que Elle Kim est fan de Kardashian silure, a peur. Ah oui, eh bien, j'ai oublié de vous dire actuellement, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et Joli. Marjorie aurait pu participer. Si elle ne s'était pas blessée, malgré tout, elle a fait quand même une belle performance. Très grand. Merci. Et c'est tout. Voilà, bon, ben moi je vais continuer à monter des leurres pour essayer d'attraper ces fameuses silures. Et lorsque je serai à 10 millions, ben, on refera une émission. Ils vont voir de toutes les couleurs. Voilà, et merci de m'avoir écouté. Et à bientôt. Merci beaucoup. Pascal. Merci Pascalou, et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci pour votre grande érudition. On a appris plein de choses aujourd'hui. Alors, je suis pas sûr que tout soit utile, mais en tout cas, on a appris plein de choses. Et l'essentiel, c'était quand même ça. Ouais. On est arrivé au bout de l'émission. Si vous avez aimé notre émission,
abonnez-vous. Hein, Même si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous quand même. Allez-y. Et surtout, prenez les mains des autres gens de votre famille et abonnez-les également. Oui. Et on se Que retrouve. ça, Partagez. Alors, en espérant qu'on se retrouve avant dans 2 ans, hein, oui, et qu'on c'est ça. puisse en faire Ça une va nouvelle être bientôt, hein, parce que c'est quand même long, 2 ans. Hein, il peut se passer plein de choses pendant 2 ans. Voilà. Et on n'a pas encore le thème de la prochaine émission. De toute façon, la dernière fois on avait déjà un thème, mais c'est pas du tout celui-là qu'on a fait. On fera une carte blanche, c'est pas grave. On a décidé de faire absolument comme on veut, donc peut-être que c'était la dernière, on ne sait pas. Et à bientôt. Et bonne rentrée pour les. À bientôt. ceux À qui bientôt. font une rentrée.